C'est un véritable mytho bis qui se déroule actuellement dans l'univers du sport. Quelques jours seulement après les révélations défiantes de Sarah Abitbol, ancienne patineuse artistique qui a décidé de prendre la parole pour dénoncer les viols dont elle aurait été victime adolescente de la part de son entraîneur, c'est chaque jour une nouvelle affaire qui explose. À la suite des révélations de la patineuse, plusieurs de ses collègues avaient eux aussi témoigné des violences sexuelles subies de la part de ce même entraîneur. Quelques jours plus tard, c'est le monde du foot qui était secoué par une affaire, celle concernant le président du club de football d'Angers, Saïd Chaban, qui s'est retrouvé en garde à vue suite à plusieurs plaintes déposées à son encontre pour une série d'agressions sexuelles qui se serait déroulée entre 2014 et 2019. Aujourd'hui, c'est l'alpiniste Yannick Valençant qui, chez Morandini, a dénoncé les abus sexuels et moraux dont plusieurs élèves en formation auraient été victimes selon lui. On a eu des premiers signalements sur ce qui pouvait se passer dans le secteur du ski, sur des pressions indues des professeurs qui abuseraient de leur position de professeur pour solliciter des faveurs auprès des stagiaires. Avant de viser un établissement en particulier. J'ai eu des échos sur l'école nationale de ski et d'alpinisme de Chamonix dans sa filière ski à l'époque. Selon une enquête du syndicat interprofessionnel de la montagne, une douzaine de victimes se seraient déjà manifestées. Autre sport, même ambiance, une ancienne pilote de motocross se dit victime d'agressions sexuelles de la part de son entraîneur, déjà condamné au pénal pour viol sur mineur. Selon elle, malgré plusieurs signalements de ces viols, la fédération avait préféré fermer les yeux. Une véritable révolution dans un monde où la peur de parler et de se retrouver sur le banc de touche est grande. Mais selon vous, était-il possible de réagir plus tôt ? Vandril Lanos nous a rejoint. Merci Vandril, merci d'être avec nous. Journaliste et réalisateur du documentaire Pédophilie dans le sport, l'Omerta, et Bernard Laporte. Merci Bernard, ministre des Sports de 2007 à 2009, président de la Fédération française de rugby. Je vous le dis, on va donner d'abord les dernières infos parce que ça pète de partout. Comme m'a dit Bernard, c'est le bordel. Hein. Ah oui, non, mais c'est vrai que c'est... Et il faut que la parole se libère. C'est une bonne chose, parce que si on en est là, c'est que heureusement maintenant la parole se libère, parce qu'on va en apprendre tous les jours. Ah ouais, là, donc bravo à Sarah Abitbol, bravo à Isabelle de Méjean aussi, qui avait commencé à écrire un livre, mais il faut effectivement parler. Enfin, on va dire un petit peu les solutions, parce qu'on parle de Gaillaguet, mais ce n'est pas Gaillaguet le sujet. Le sujet, c'est comment aider ces victimes, et surtout comment trouver des solutions pour faire en sorte que ça ne se reproduise plus. Et il y a des mères de famille, des parents qui doivent nous regarder, là, des enfants qui disent voilà, quelles sont les solutions, parce que le sport, c'est magique. On a tous envie que nos enfants fassent du sport. Voilà, et aujourd'hui, on se dit, ouais, qu'est-ce qu'on va les amener au sport? Est-ce qu'il faut rester avec eux? Les stages, je peux vous dire que ça va être un massacre. Personne ne va vouloir aller en stage avec ses professeurs. On va tous, il y a une psychose. Et il y a une psychose terrible, et ça fait peur. Aujourd'hui, encore, la mère d'une patineuse, Najma Mahamoud, championne de France junior en 2014, accuse Gilles Beyer de harcèlement sexuel et de chantage en 2017. Voilà, donc ça continue. Ce matin, chez Jean-Marc Morandini sur CNews, le président du syndicat interprofessionnel de la montagne a révélé qu'il a mis en place une cellule d'écoute. Qu'il y a déjà des témoignages, voilà, puisque dans tous les sports, ça commence à péter de partout. Il y a le cas aussi Saïd Chaban, le président du club de foot d'Angers, SCO, qui a été mis en examen hier soir pour agression sexuelle. Regardez. Selon nos informations, les faits dont est accusé Saïd Chaban sont similaires. Il se collerait à ces jeunes femmes, les plaignantes, leur toucherait les fesses, les seins, les parties intimes sans leur consentement. Tout a commencé avec une plainte déposée en janvier par une salariée du club pour des faits remontant à novembre dernier. Puis les enquêteurs ont identifié 2 autres femmes. L'une évoque des faits datant de 2017. Toutes décrivent des scènes très intimidantes et craignent l'homme d'affaires industriel et président de club respecté et réputé à Angers. Contacté, l'avocat de Saïd Chaban n'a pas souhaité s'exprimer. Voilà, alors, je vous le dis, ça, c'est encore un autre dossier, oui. Non, juste dire en préambule qu'il faut penser aussi aux entraîneurs. Il faut rappeler quand même que l'énorme majorité des entraîneurs ne sont pas des prédateurs. Oui, parce qu'on a l'impression que maintenant, on les regarde tous bizarrement. Il y a des brebis galeuses, mais c'est un beau métier quand même, il faut attention. Alors, Bernard, tu vas nous donner ton avis, tu vas nous donner des solutions aussi. Et il y a Vandril Lanos qui est avec nous, journaliste et réalisateur du documentaire Pédophilie dans le sport, l'Omerta. Dans le documentaire que vous avez réalisé, Vandril, qui a été diffusé en décembre dernier, on a vu des témoignages terrifiants. Je voudrais en montrer 2-3. On voit dans cet extrait, par exemple, on apprend qu'un entraîneur de tir à l'arc, pourtant proche des parents, a abusé de 2 élèves de 9 et 10 ans. Regarde. Au club des Archers d'Armor, les encadrants sont tous bénévoles. Dans ce cas, il n'est pas obligatoire de vérifier leur casier judiciaire. C'est le témoignage d'une jeune fille qui va susciter les premiers doutes. Elle raconte aux dirigeants le comportement ambigu de Roland. Ils réagissent tout de suite, le poussent à la démission et alertent. Le club, du coup, pour prévenir, a envoyé un mail à la Ligue de Bretagne dans lequel elle expliquait que Roland avait en effet un comportement inadapté avec les enfants. Après 15 jours d'attente, il reçoit une réponse déroutante. De façon objective, je ne vois pas ce que je peux apporter de plus au club dans vos échanges sur les points évoqués. Il semble que ce soit plus un problème interne ou personnel qu'un problème de Ligue.
Alors, Vandril, alors il y a plein de choses dans votre documentaire. Déjà, est-ce que vous pouvez nous donner tous les chiffres qui correspondent à des chiffres qu'on a vus dans votre documentaire, qui vont vraiment intéresser les téléspectateurs? Et vous allez voir, ces chiffres sont fous parce qu'on n'en avait jamais parlé avant. En fait, avec Disclose, on a enquêté, donc on était 3 journalistes, on a enquêté pendant 8 mois. On a identifié, donc on a travaillé sur 28 disciplines sportives. On a identifié 76 affaires et 277 victimes, donc c'est un peu moins de 300. Et je précise bien que c'est des résultats empiriques, ce n'est pas une étude scientifique ni statistique. Donc vraiment, ça concerne tous les sports auxquels on a pu s'intéresser. Et c'est vrai que c'est l'ampleur, c'est le premier truc qui nous a vraiment surpris tous, c'est de se dire que ça concernait tous les sports, des petits clubs, des clubs moyens et des grands clubs, à tous les niveaux, des niveaux un peu les amateurs d'un côté et aussi des professionnels de l'autre. Alors, juste, Vandril, pourquoi faut avoir fait ce documentaire à l'époque? Parce qu'on se dit, pourquoi penser à ça? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? En fait, j'ai bossé avec 2 journalistes qui s'appellent Mathieu Martinière et Daphné Gastaldi, qui sont 2 journalistes basés à Lyon, qui ont beaucoup travaillé sur les questions d'agression sexuelle dans l'Église. Et en fait, ils se sont dit, l'Église, on a pas mal enquêté, on s'est rendu compte qu'il y avait un système de protection aussi, c'est-à-dire que, par exemple, un prêtre dont on sait qu'il a commis des actes ou d'une agression sexuelle, parfois l'Église le déplaçait, le mettait dans un autre endroit en France où il n'avait pas de... Enfin, il pouvait recommencer, en tout cas, où on ne connaissait pas son passé. Et c'était cette intuition un peu qui nous a poussé à travailler sur le milieu sportif. Et c'est aussi un peu ce qu'on a découvert, c'est-à-dire une sorte de système qui ne permet pas à la parole des sportifs, en tout cas des victimes, de se libérer. Alors, je voudrais montrer une autre image de votre documentaire, de votre enquête. C'est celui de Pauline, une jeune athlète de triathlon. Son entraîneur a profité d'un déplacement pour la violer. Regardez. Un début de carrière prometteur, brisé net par son entraîneur. Un week-end, on devait aller à une course, sauf qu'au lieu de s'arrêter sur le lieu de la course, il a continué la route. Et après, il m'a fait monter dans l'arrière de son camion. Et il s'est passé quoi? Je peux le dire mot pour mot. C'est difficile de le dire? Mais une fois dedans, par contre, là, je sais pas, je pense que j'ai jamais dit autant de fois le mot non dans aussi peu de temps, avec des gestes et tout ça. Après, on est rentré chez moi, il m'a déposé chez mes parents, comme si on était allé s'entraîner avant, quoi. Alors, Pauline a tout révélé à son père, qui immédiatement a porté plainte et averti le club. Et regardez, ce que vous allez entendre est complètement révoltant. Oui. Pour le père de Pauline, il ne fait aucun doute que l'entraîneur va être envoyé en prison. Il contacte immédiatement le président du club pour le prévenir du viol présumé de sa fille. Sa réponse est à peine croyable. Quand je l'appelle, il me dit je ne suis pas surpris de votre appel téléphonique. Je m'en doutais un petit peu qu'on aurait ce problème-là. Il me dit j'ai eu des échos donc, de cet entraîneur. Il me dit c'est vraiment pourri, mot pour mot. Voilà. Le père pense que le club va réagir, mais il se trompe. Et finalement? Rien. La famille s'estime aujourd'hui lâchée par le club de triathlon. Alors voilà, il y en a de nombreux témoignages. Il y a Maxime aussi, voilà, dans votre reportage aussi, il y avait un jeune homme, Maxime, qui était abusé sexuellement par son entraîneur de ping-pong. Et ce qui est affolant, c'est que cet entraîneur a été condamné à de la prison. Et à sa sortie, il a retrouvé un poste de coach auprès de mineurs. C'est ce qu'on voit également dans le reportage. Alors on va faire un petit tour de table. Après, on va parler des solutions et on aura un témoignage dit de Marie, qui a été victime d'abus sexuels de la part de son entraîneur de 2009 à 2011. Elle avait 14 ans. Oui, Gilles. Alors depuis qu'on en a parlé sur le plateau, moi il y a des familles qui m'ont contacté, notamment pour une affaire dans une ligue régionale de karaté et pour une affaire dans le football américain, un club d'Île-de-France où un entraîneur vient d'être condamné par le tribunal de Pontoise. Et tous les gens me disent, on avait alerté les clubs, on avait même pour certains alerté la fédération, mais la fédération, parce qu'elle craignait, parce que sa motivation c'était de ne pas perdre de licenciés, n'a pas voulu nous écouter. Alors ça c'est le gros problème. Je vous pose la question, est-ce que vous flippez pour vos enfants? Parce que c'est vrai que ça fait peur, mine de rien, voilà, on se dit, on a même tous peur de se dire peut-être qu'on va apprendre des choses, il y a une psychose. Hein. Et même chez les entraîneurs, vous en parliez il y a un instant, les entraîneurs aussi, ils vont avoir du mal aussi à faire leur métier. Maintenant, ils vont se dire peut-être que tout va être mal pris. Donc là, il y a une certaine forme de gêne des deux côtés et qui peuvent faire beaucoup de mal. Alors, Bernard, à chaque fois, on entend le même truc. C'est ce qu'on a vu dans le reportage, l'excellent documentaire de Vandril. Je vous le dis, on entend à chaque fois, les institutions ne bougent pas, les fédérations ne font rien. Pourquoi? Parce qu'elles ont peur de perdre des licenciés, elles ont peur pour leur réputation. C'est ce qu'on entend. Hein.
J'espère que c'est pas vrai, parce que c'est vrai que c'est affligeant d'entendre c'est ce qu'on voit. Hein, affligeant d'entendre ça. Ouais. Moi, je suis président de la Fédération française de rugby depuis 3 ans. Ouais. Quand on est arrivé, on a de suite signé un contrat avec la fameuse association Colosse au pied d'argile. D'accord. Et le rôle, c'est effectivement d'aller dans les clubs, informer que ça existe, voilà, de la vigilance, ça c'est la première des choses, et s'il y a un problème, nous alerter. D'accord. C'est clair. Nous, en 3 ans, 17 cas. 17 cas, t'as eu 17 cas quand même. Hein. 17 cas. En 3 ans. Sur les 17, 14 étaient déjà en justice. Le club où les parents avaient attaqué déjà, et sur les 3 autres, c'est nous qui nous sommes partis civils et qui ont dit au club, il faut aller en justice. Et sur les 3, il y en a un qui a fait 18 mois ferme de prison. Et nous, bien sûr, plus de licence. C'est clair que dès qu'il y a ça, licence suspendue jusqu'à la fin de l'enquête. Et après, quand on va au pénal, cet éducateur n'entraînera plus jamais dans nos clubs. Parce que, effectivement, quand on regarde dans tous les sports, souvent l'éducateur, il est dans un club. On dit attention, tu as on va le mettre dans un autre club. Comme si c'était passé pour le... Je crois qu'encore une fois, c'est ça qui est inadmissible. Ouais. Oui, Benjamin. Est-ce qu'à l'époque où vous étiez ministre, il y a eu des bruits, vous aviez des retours de problèmes dans différentes fédérations ou c'était un sujet qui n'était pas abordé? Parce que c'est la question qu'on se pose apparemment. Tout le monde dit on savait mais on ne savait pas. Donc, moi, j'ai jamais eu de cas en 2 ans, jamais quelqu'un est venu me voir. Attention Bernard, il y a un problème, c'est qu'on l'aurait soulevé, on aurait été au fond des choses. Et jamais personne ne m'a dit ça. C'est pas vrai. Et c'est pour ça que je suis surpris aussi quand j'entends certains athlètes qui ont été nos grands champions, qui aujourd'hui disent oui, mais il y avait des rumeurs. Ah oui. Mais ils sont autant condamnables que Gaillaguet. Et pourquoi ils n'ont rien fait? C'est un scandale. Mais une rumeur, c'est différent d'un fait avéré. Or, ce qu'on reproche à Gaillaguet, par exemple, c'est d'avoir eu les infos et pas la rumeur. C'est pas la même. Je ne vais pas défendre Gaillaguet. Et je dis encore une fois, c'est qu'il adore son sport, ça c'est clair, je le connais. Mais là, effectivement, il doit partir parce qu'il y a eu des manquements dans sa fédération et il en est le responsable. Mais aujourd'hui, moi je pense, ça devient aujourd'hui le cas Gaillaguet, mais on s'en fout de Gaillaguet. C'est pas ça, moi je veux qu'on s'occupe des victimes et qu'on trouve des solutions pour le reste. Aujourd'hui, on parle que de lui, mais c'est pas ça le sujet. Non, mais lui, il a manqué à ses devoirs, il doit partir. Symptomatique du système quand même, c'est que par exemple dans cette fédération de patinage, quand on est allé une première fois en justice, la fédération s'est pas portée partie civile. Vous vous racontez que dans votre histoire, vous vous êtes porté partie civile. Or là, la fédération, elle a dit c'est pas mon problème, je suis pas partie civile. Oui, je suis d'accord. Ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que il diligente pas. Il avertit la ministre Marie-Georges Buffet qu'il y a. Elle diligente une enquête et il est blanchi. On lui redonne le droit d'aller travailler. Donc ces gens-là, ceux qui ont donné la possibilité, je veux que ceux-là s'expriment. C'est ceux-là qui sont condamnables. Comment on n'empêche pas cet éducateur de stopper son métier? Je rebondis parce qu'en fait, l'enquête que nous on a fait avec Disclose pendant 8 mois, on a montré que 1 cas sur 2 qu'on a identifié, c'est de la récidive. C'est ça. 1 cas sur 2. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des alertes qui sont données, il y a parfois des types qui sont condamnés, et pourtant, on les retrouve dans des clubs, parfois à l'autre bout de la France, où leurs antécédents judiciaires ne sont pas connus. Qui les protège? Vous dites qu'il y a un système qui bloque la libération de la parole. En fait, c'est très complexe, mais pour essayer d'être un tout petit peu rapide, la première chose, c'est que les clubs ne connaissent pas l'arsenal juridique, ils ne connaissent pas les lois, ils ne connaissent pas les outils auxquels ils ont accès normalement. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une loi dans le Code du sport qui interdit à une personne condamnée d'être à nouveau au contact des mineurs et d'exercer dans un club. Ça, nous, on a fait des interviews dans plein de clubs, notamment dans le reportage, il y en a un notamment, et il ne connaît pas la loi. Donc, il ne sait pas que le type ne peut pas revenir dans le club. D'où l'importance des fédérations d'accompagner les clubs. Les clubs, ce sont des gens bénévoles. Et effectivement, quand ils entendent ça, ils se disent, mais quelle catastrophe. Moi, le premier, ça va m'éclabousser, ça va être un truc terrible. Donc on est là. Vous avez eu peur, vous, Bernard, ou pas? Peur, moi, chaque fois qu'on m'appelle et qu'on me dit Bernard, il y a un cas, etc., je suis catastrophé. Ouais. Peur, non. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire, vous, depuis que vous êtes président de la Fédération française de rugby, vous pensez que vous avez géré tous les cas? En tout cas, dès que vous avez entendu... Certainement pas, parce qu'il y a certainement des cas où personne n'a parlé. Ouais, c'est ça, mais tous les cas, en tout cas... Mais, par contre, ce qui est sûr, c'est que nous, aujourd'hui, on a un numéro vert. D'accord. Les clubs, les parents, les licenciés peuvent appeler, il n'y a qu'une personne, c'est la responsable de la cohésion sociale à la Fédération française de rugby, il n'y a qu'elle qui nous répond à ce téléphone. Mais effectivement, si les gamins ne parlent pas, donc vous dire on est sûr, c'est pas possible. Les cas dont vous avez entendu parler. Vandril, moi j'ai une question à vous poser parce que vous avez fait une grande enquête et on a l'impression, quand on voit votre documentaire, qu'il va y avoir un séisme dans le sport et que là,
on voit que la partie, vraiment une partie infime de ce qui va se passer. Est-ce que vous avez, vous, déjà des informations? Est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, il va avoir, dans le sport, ça va être là, tout va péter. En fait, depuis qu'on a diffusé le documentaire et que toute l'enquête est sortie en décembre, sur le site donc disclose.ngo, on a récupéré déjà une 50aine de témoignages nouveaux sur lesquels on peut continuer à enquêter. Donc en fait, ça commence pas mal à tomber. Tout à l'heure, je vous entendais dans le lancement, vous disiez que l'enquête n'avait pas eu forcément le retentissement qu'elle a aujourd'hui. C'est vrai qu'évidemment, on est terrifié d'entendre ce qui s'est passé avec Sarah Abitbol. En même temps, moi, je me félicite de voir que l'enquête elle a une deuxième vie aujourd'hui, quelques mois après. Je pense rapidement qu'en gros, on est à un moment où c'est à la fois une sorte de MeToo du sport, c'est-à-dire qu'on sait que les paroles des victimes vont être plus entendues, donc les victimes osent peut-être plus parler, mais en même temps, je trouve qu'on s'inscrit aussi dans la continuité de ce qui s'est aussi passé dans l'Église, par exemple, comme je disais, où les prêtres étaient déplacés, et aujourd'hui, on se rend compte que ça ne peut plus exister, et au fur et à mesure, à la fois les victimes parlent, les responsables se rendent compte qu'il faut qu'ils soient plus vigilants, et forcément, on espère que à la fois les histoires sortent, que les victimes osent enfin parler, que les prédateurs soient condamnés, et puis qu'on ne soit pas là dans quelques années à se dire la même chose. Alors, concrètement, moi je vois, il y a plein de gens sur les réseaux sociaux qui disent oui, mais nous, on a envie que nos enfants continuent à faire du sport. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut essayer de s'immuniser contre ça? Est-ce qu'il faut discuter avec les enfants? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tout le monde, voilà, sur les réseaux sociaux, disent voilà, on veut absolument que nos enfants fassent du sport, mais si à chaque fois qu'on les amène ou à chaque fois qu'on les envoie en stage, on se dit j'espère qu'on va les avoir le soir au téléphone et on va s'imaginer plein de choses, comment on fait? Donc, oui, Jean-Michel. Bernard, est-ce que quand un entraîneur se présente pour un poste, est-ce qu'on lui demande son casier judiciaire ou est-ce qu'il y a une enquête de moralité sur lui ou pas? C'est une très bonne question. Là, c'est la même chose. Il faut, à partir de maintenant, qu'un éducateur il fournisse son casier judiciaire en disant qu'il n'a pas eu d'antécédent. Ça, c'est la première des choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne le fera pas une fois. Mais au moins, on est sûr que ce n'est pas un récidiviste, comme il le disait lui-même. Et ça n'existe pas. Donc ça, le numéro vert, libérer la parole, effectivement, informer les clubs. Je dis bien informer les clubs, parce que souvent, on en veut aux clubs. Attention, heureusement qu'ils sont là. Ce sont des gens bénévoles, qui donnent de leur temps, etc., qui n'ont pas tous les arguments et toute la connaissance et il y a plein de gens juridique. qui font un travail magnifique. Bien sûr. Donc il faut les accompagner. Et c'est pour ça que Colosse au pied d'argile est une association qui fait ça. Elle va dans les clubs, elle informe. Nous, on fait des réunions par ligue. Mais Bernard, et peut-être Vandril aussi a des solutions, parce qu'il a une grande enquête, et vous aussi, peut-être, autour de la table. Parce que moi, je vous dis, la question qu'on se pose, c'est comment on fait? Est-ce qu'on envoie encore nos enfants en stage? Ou est-ce qu'on se dit non, on va les chercher, on les ramène, et plus de stage, on reste même aux séances de sport? Comment ça se passe? Le sport français, vous l'avez dit Bernard, repose beaucoup sur le bénévolat. C'est formidable dans les clubs, partout les bénévoles. Et l'un des problèmes, c'est qu'on ne contrôle pas les bénévoles. Un bénévole, il n'a pas à présenter de casier judiciaire, il n'a pas à dire quel était son parcours, il n'a pas à se justifier. Donc ça, Bernard, est-ce que vous pensez qu'il faut instituer maintenant un contrôle des bénévoles? Oui. Bien sûr, bénévoles éducateurs ou pas, effectivement, parce que là, ça peut être des entraîneurs, mais ça peut être aussi des dirigeants. On est à l'abri de rien. Donc effectivement, je m'engage dans un club, mais je dois justifier que je n'ai jamais rien eu. Oui, Benjamin. Je pense aussi que les parents, il faut qu'ils parlent aussi aux enfants, leur expliquer qu'il y a des gestes qu'on ne doit pas subir, parce que c'est vrai que les parents n'osent pas en parler, parce que c'est un peu tabou. Moi, mes enfants, par exemple, je leur ai expliqué qu'il y avait des choses qu'ils ne devaient pas subir. Il leur est rien arrivé, mais ils étaient au courant qu'il pouvait y avoir des débordements, des caresses, et qu'il ne fallait pas les accepter. Donc, je pense que les parents doivent vraiment parler aux enfants sans tabou, dire voilà, si on te fait quelque chose, exprime-toi, dis-le-nous, même si c'est très compliqué. Et aujourd'hui, j'espère que les choses vont changer. Mais voyez, Cyril, que c'est compliqué, parce que moi, je suis ravie que vous l'ayez invité, parce que moi, en décembre, j'avais été surprise du peu d'impact de cette enquête. Moi, je pensais que ça allait faire et rien. Du bruit. Et rien. Bon. Donc, comment vous expliquez ça? Les journaux, on en parlait quand même. Un petit peu quand même, oui. Ben oui. Non, mais je pense qu'en fait, c'est sûr que nous, on avait décidé d'avoir une approche très systémique, de raconter le système. Donc, on est sur une approche très quantitative, d'avoir beaucoup de chiffres. On a enquêté pendant des mois. C'est normal aussi que le fait que ce soit Sarah Abitbol, que ce soit une championne multimédaillée, c'est normal qu'il y ait plus d'impact. De toute façon, moi, le seul message que j'ai par rapport à ça, c'est que je pense que les deux sont nécessaires. À la fois, c'est bien qu'on ait fait cette enquête systémique qui montre que ce n'est pas un cas isolé. D'ailleurs, je reviens juste sur l'excuse ou la défense de Gaillaguet quand il est sorti il y a quelques jours. Là, il sort de son bureau et il dit tout de suite Beyer, c'est un cas particulier. Et en fait, moi, c'est le truc qui me fait le plus tiquer parce que c'est pas un cas particulier. Donc notre enquête, à la fois, elle montre ça. Aujourd'hui, évidemment, il y a Sarah Abitbol qui par-dessus donne un énorme souffle à tout ça. Tant mieux en tout cas pour les victimes, pour qu'elles puissent parler, qu'elles comprennent que maintenant, on est à leur écoute.